Messieurs fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver ce mardi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Alors, vous le savez, chaque mardi, vous avez rendez-vous, bien sûr, avec Serge Youssef Ouedraogo pour la chronique Un œil sur la société. On va s'intéresser aujourd'hui à l'occupation saine des enfants aussi pendant les vacances. On en a parlé en fait le mardi passé. Aujourd'hui, on s'intéresse surtout à la relation parents-enfants pendant les vacances, comment justement on peut faire ou créer des moments de qualité entre parents-enfants et profiter pleinement des vacances. Serge Youssef Ouedraogo nous donnera les conseils. Bien avant cela, nous irons à la connaissance de la commission des peines, la commission des peines qui est au niveau de la MACO. On va justement découvrir cette commission-là et parler des 72 heures de cette commission d'application des peines qui se trouve à la MACO. On sera notamment avec le président de cette commission d'application des peines, également un des membres de cette commission pour découvrir plus quand on parle de commission d'application des peines, de quel service il s'agit. Madame, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité, merci d'être avec nous, merci de suivre Bonjour le Faso sur Savane TV. Vous nous suivez en direct sur la page Facebook de Savane TV, également sur le numéro 6 et numéro 265 du bouquet Canal+, mais bien sûr sur la TNT. On y va tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte de et direction Bobo Dioulasso pour débuter. Nous partons surtout à la découverte, bien sûr, de Bobo Dioulasso. On part à la découverte précisément du vieux quartier de Bobo, du vieux quartier de la belle cité de Sia. Et nous débutons aujourd'hui avec les témoignages concernant ce vieux quartier de Bobo. On commence avec le premier témoignage. Bobo Dioulasso, ça s'appelait Sia avant. C'est au cours de volation qu'ils ont changé le nom Sia pour donner le nom Bobo Dioulasso. L'évolution est quoi? Ça, c'est pendant l'arrivée des colonisateurs. Le moment que les colons sont venus trouver des ethnies ici. Entre ethnie Bobo et ethnie Dioula. Par rapport à ça, il y a eu le changement Sia pour pouvoir donner le nom Bobo Dioulasso. Donc, dans la ville de Sia, que le vieux quartier est divisé en 4 parties. Donc, ces 4 parties-là étaient une communauté qui travaillait ensemble. Par rapport à ça, que nous avons la première partie qui est les animistes, c'est eux qui étaient nos cultivateurs ici avant, pour faire nourrir toutes les 4 parties. Et nous avons la deuxième partie qui est le guerrier, que nous appelons maintenant les musulmans, c'est eux qui faisaient la guerre contre les ennemis qui rentraient dans la ville. Et nous avons la troisième partie qui est le griot, c'est eux qui faisaient la musique ici à quand il y a quelque chose au village. Et nous avons la quatrième partie qui est le forgeron, ceux qui fabriquaient les outils de travail pour nous. Donc la ville de Sia vivait comme ça avant. Mais par rapport à l'agrandissement de la ville, qu'il y a un peu de changement au village. Mais pas trop, que les 4 parties est resté. Mais maintenant, chaque père de famille s'occupe de sa famille. Donc le moment que les animistes cultivaient pour nourrir la ville, que les guerriers se faisaient la ville, à ce moment la limite des vieux quartiers entre la rivière Oué, qui est à gauche là, et la rivière Sagnon qui est derrière la mosquée, qui était la limite du quartier, avec l'évolution qu'elle a envoyée. Voilà pourquoi il y a eu les changements au village. Donc maintenant nous sommes à la première partie qui est chez les animistes. Donc le côté animiste qui s'appelle Tibidoué. C'est à langue Bobo. Voilà, le nom Tibi là est le nom d'un arbre. C'était sous cet arbre-là, les vieux faisaient danser les masses Bobo avant. Donc quand il est séché et puis tombé, on a pris ce nom pour donner ce nom, le nom de côté animiste. Tibi, c'est le nom de ce arbre à langue Bobo, tué, comment dire, le village de ce village. Donc dans notre village, que nous avons quelques passages sacrés qui sont interdits au chef du village de passer et les masques Bobo aussi. C'est-à-dire là où les chefs ne passent pas, les masques Bobo ne doivent pas passer là-bas. Tel que les passages qu'on voit derrière là, cette rue-là qui est interdite au chef du village de passer ici, elle est sortie de l'autre côté. Si vous voyez, on dit que cette passage est interdite au chef du village de passer, parce que si notre chef du village traverse ces rues-là, qu'il meurt. De plus là-bas, il y a une tombe de tous les chefs qui passent ici dans notre village. Quand ils sont morts, c'est là-bas qu'ils sont enterrés. Que les autres sont enterrés au cimetière, ce n'est que les chefs du village qui sont enterrés ici. Donc ça dit, si un nouveau chef meurt, l'ancien tout tombe là, on l'ouvre, et on met les autres de côté, et on enterre le nouveau. Donc, notre chef du village passe ici 2 fois seulement dans sa vie. La première fois est le jour qu'il doit choisir pour être le chef du village, et la deuxième fois quand il est mort. Donc nous, c'est là, nous on appelle ça funérailles vivant, c'est-à-dire on fait ce funérailles vivant. Donc, on amène ici,
On fait un cercueil, on les met dans une cercueil vivant. On fait le tour du pied caché avec lui. Quand on va finir de faire ce tour-là maintenant, quand il sort ici, et il n'a plus le droit de rentrer ici. Voilà pourquoi quand les chefs du village, quand ils sont nommés devenir les chefs du village, et ils ne tuent pas quelque chose, ils ne frappent pas, ils n'insultent pas, et ça vient de là. Donc c'est une protection que nous sommes en train de le faire aussi. Donc à partir de cette protection, qu'il est protégé aussi, lui il t'insulte pas. Si tu l'insultes, et tu vas avoir des problèmes après, sans que lui-même t'insulte. Même si tu les frappes, il ne va pas te frapper. Et tu auras les problèmes aussi après. Voilà. Donc nous sommes toujours chez les Animisa, qui est le côté Tchibidou. Ça continue toujours? Oui, la tradition continue toujours? Oui, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. Oui, il est toujours là. Sinon, apparemment, nous avons le nouveau chef là qui est élu là, il n'y a même pas 5 ans d'abord là. Voilà, intronisé, voilà, qu'il n'y a même pas 5 ans d'abord. Donc celui qu'on a perdu là, c'est son nom qu'on a donné au plus grand musée de Bobo, musée communal qui s'appelle Musée Sobosera Sanou. Donc l'autre là, pendant son autorisation là, et c'est ici qu'on l'a mené aussi. Revue de presse présentée aujourd'hui par Eladj Amadé Soro que nous retrouvons à présent. Bonjour. Bonjour Abzeta. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Et c'est aujourd'hui au Faso qui nous accueille. Absolument. Donc, une fois n'est pas coutume, on commence avec aujourd'hui au Faso. Développement, les pays des terres pour un accès des populations aux infrastructures et services sociaux de base. Pour ce journal, l'événement contre Adama Sigré, le dossier renvoyé au 29 juillet 2024. Bénin, Niger, Soglo et Yahi, médiateur S-Crise à Niamey. Togo, 3 civils tués dans une attaque terroriste à Namunjua. Et nous poursuivons donc toujours avec aujourd'hui au Faso, enlèvement du journaliste Serge Atiana Oulon au Burkina, dur coup pour les médias. Enlèvement de Atiana Serge Oulon, les OPM appellent sa libération. Coopération au Burkina Faso, République du Niger, donc République du Mali, autant pour moi. Le président Assimi Goïta à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. ONEA, le branchement, désormais en marche. Manifestation à Dakar pour les libertés. La diplomatie burkinabé crie à la manipulation. Ministère de l'économie, les acteurs à l'école de la nomenclature budgétaire. À la suite donc d'aujourd'hui au Faso, nous avons rendez-vous avec Sidoya, le journal de tous les Burkinabés, à la une donc de Sidoya, application ONEA clientèle, le branchement désormais en marche, nouvelle du front, les forces armées lavent leur honneur à Mansila, trait de plume, l'imperturbable Kagame, Burkina Faso, République du Mali, le président Assimi Goïta attendu aujourd'hui à Ouagadougou. Gestion du contentieux de l'État, le Burkina, un exemple pour le Tchad. Cybercriminalité au Burkina, par an, la BCLCC enregistre près de 3000 plaintes, émet Gilsina Ouedraogo. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal L'Observateur Balga, à la une donc de l'Obs journal événement donc, après la suspension, le DP enlevé. Assimi Goïta Ouagadougou, Doro Ibe, Kobedi. Angula, naturellement. Oui. Daourou, l'homme au dribble déroutant, à faire l'événement contre Adama Sigré. Ce sera finalement le 29 juillet. Maladie cardiovasculaire, la Sonabel éclaire sur les facteurs de risque. Manif à Dakar pour le Burkina. Le ministère des Affaires étrangères crie à la manipulation. Et nous terminons avec le journal Les Pays, à la une donc du pays, coopération Burkina Faso, République du Mali. Le président Assimi Goïta à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Révélation, Centrafrique, 4 Burkinabés tués dans l'attaque des sites miniers. Campagne pour la libération des accotements des voies publiques à Ouaga, quand le PDS laisse éclater sa colère. Affaire l'événement contre Adama Sigré, les dossiers renvoyés au 29 juillet prochain. Média, le journaliste Atiana Serge Oulon enlevé à son domicile. Histoire énigmatique, l'intrigue occulte de Yampi. ActuFoot, Mercato, Hervé Kofi s'engage avec le SC 11. Merci bien. Eladj pour la lecture de ces différents titres. Et bien sûr, on s'intéresse au gros titre de l'Observateur Balga aujourd'hui.
la visite du président malien. Absolument. Assimi Goïta. Vous voulez qu'on continue en Dula? Ça va être simple. Ok, très bien. Alors, l'événement phare, vous l'avez signifié, l'événement politico-diplomatique dans l'espace AES aujourd'hui, naturellement, c'est la visite du président malien Assimi Goïta à Ouagadougou. Il faut donc souligner que c'est la toute première fois que le président malien se rend au Burkina Faso dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Effectivement, on s'attendait, après la visite du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au Mali. Donc on s'attendait effectivement à une visite retour, ou à une visite réponse, comme on dit souvent en diplomatie. Donc, bien sûr, dans le communiqué officiel qui est donc diffusé sur les médias, c'est bien sûr une visite d'amitié de travail. Vous savez qu'en diplomatie, il y a ce qui est publié, mais il y a aussi les dessous. Nous savons très bien qu'actuellement, la zone de l'AES fait face à de multiples défis. En général, en politique ou en diplomatie, les grands événements sont précédés par des prémices. Et les prémices, quand on regarde les prémices au niveau donc, du Burkina Faso, c'est la communication faite par le président du Faso suite à l'incident de tir à la RTB. Et c'est également donc, la sortie médiatique de Goïta à Sikasso où il est revenu sur certains jagissements de la part de l'ancienne puissance coloniale. Et c'est également au niveau du Niger où il y a eu des prises de position, il y a eu, n'est-ce pas, la libération des Nigériens qui étaient détenus au Bénin. Donc c'est un ensemble d'actes, de prémices qui montrent que quelque chose de grand pourrait se passer dans les jours à venir en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'AES. Vous savez très bien que depuis que les trois présidents ont décidé de créer cette alliance, beaucoup de choses se sont passées, notamment les différentes actions qui sont menées pour saper, n'est-ce pas, le moral de ces pays-là, de ces trois présidents. Et on a même suivi, on a même été témoin, on a assisté à une intensification n'est-ce pas, des actes terroristes. Vous avez vu le bateau Tombouctou qui a été littéralement donc saccagé suite à une attaque d'envergure et beaucoup aussi d'attaques au Burkina Faso, au Niger, etc. Ce sont des actes qui sont de nature à décourager effectivement ces pays et suite également à la sortie de ces trois pays-là de la CEDEAO. Donc c'est une rencontre historique, et je ne serais pas surpris qu'il y ait également une délégation nigérienne, même si ce n'est pas au niveau présidentiel, qui va peut-être assister, n'est-ce pas, à cette rencontre-là. En filigrane, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut peut-être lire que c'est en fait les dernières touches que les présidents de l'AES sont en train de mettre avant de passer à l'étape de la déclaration de la naissance de la Confédération des États donc du Sahel, de l'AES. Donc, vous savez très bien que avant cette visite, il y a eu une rencontre des ministres en charge des Affaires étrangères qui ont acté, n'est-ce pas, ou qui ont déjà expliqué que l'avant-projet était déjà prêt et qu'on attendait seulement l'instance suprême, à savoir le collège des chefs d'État, pour effectivement acter la naissance de la Confédération de l'AES. Donc c'est une visite de haute portée diplomatique et politique et qui va également contribuer à renforcer les liens d'amitié, de coopération, de fraternité, de voisinage entre les deux pays, mais aussi consacrer l'ancrage finalement donc, de ces pays-là dans la nouvelle configuration géopolitique et diplomatique, à savoir la Confédération des États du Sahel. On attendra de voir, après justement la descente du président malien au Burkina, on écoutera ses premiers mots et ensuite on verra bien ce qui sortira. Et nous allons peut-être revenir par la suite pour essayer donc d'analyser et de décrypter, n'est-ce pas, les grandes décisions qui seront prises lors de cette rencontre et de voir en filigrane qu'est-ce qui peut se profiler d'ici la fin de l'année en ce qui concerne l'avenir de l'AES.
Bien noté. Merci bien, Elage. Merci à vous. Restez avec nous, c'est ensemble qu'on va suivre la météo et on retrouve nos invités juste après. Nous recevons pour vous le président de la commission de l'application des peines. Il s'agit de M. Lassane Gelbeogo. Il est juge au tribunal de grande instance de Ouaga 1, donc le TGI 1, et par ailleurs président de la commission d'application des peines, comme je le disais tout à l'heure. Bonjour à vous, M. Gelbeogo. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Vous êtes venu avec monsieur, disons, le commissaire de police Dramane Damiba, donc membre également de la commission d'application des peines et représentant la police judiciaire. Commissaire, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là. Merci. Merci à tous les deux d'être là. Ensemble, on va découvrir cette commission-là qui n'est pas assez connue des Burkinabés, je crois, ou si je m'abuse. Oui, c'est une commission effectivement qui n'est pas très connue de Burkinabé. Et donc c'est l'occasion donnée, qui nous est donnée donc de parler en long et en large avec votre permission sur cette commission. Voilà. Ça se tombe bien. Alors, et c'est quoi la commission d'application des peines? D'accord. La commission d'application des peines, c'est une commission qui est instituée auprès de chaque établissement pénitentiaire pour, entre autres, aménager les peines des détenus après leur condamnation. Cela veut dire qu'une fois que la personne a été jugée et condamnée, par exemple, dans un établissement pénitentiaire où la personne purge sa peine, alors la loi permet d'aménager sa peine. L'aménagement de la peine, ça peut être quoi? Ça peut être à travers des mesures de permission de sortie, ça peut être à travers donc, des mesures de suspension de peine, ça peut être à travers des mesures de semi-liberté, voilà, de fractionnement de peine. Donc tout ça, c'est des mesures d'aménagement de la peine que la loi prévoit et qui est donc, ces mesures d'aménagement de la peine-là est confiée à une commission qu'on appelle la commission chargée de l'application des peines. Voilà. Alors on va vous demander, M. Gelbeogo, de pousser encore un peu plus à la voix pour qu'on puisse mieux vous entendre. Et qui sont les membres qui composent cette commission d'application des peines? D'accord. Alors, les membres de la commission de l'application des peines sont, il y a le juge chargé de l'application des peines, que je suis, il y a le représentant donc, du procureur du FASO, il y a le chef de l'établissement pénitentiaire, c'est-à-dire le directeur de la maison d'arrêt, il y a le chef de service social, il y a le chef de service greffe, il y a le chef de service sécurité, il y a deux représentants de la police judiciaire, composé d'un représentant de la gendarmerie nationale et d'un représentant de la gendarmerie nationale, d'un représentant donc de la police. Il y a le maire ou son représentant, il y a le service santé et il y a également les intervenants pénitentiaires, dont un ministre du culte. Donc voilà essentiellement les personnes qui composent la commission chargée de l'application des peines. Alors, commissaire, vous êtes membre de cette commission et quand on voit la composition, c'est plusieurs entités. Au sein de cette commission, votre rôle se résume à quoi? Merci bien, madame. Effectivement, dans la composition en fait, de la commission en fait, de l'application des peines, effectivement, le président en fait, l'a mentionné. Il y a deux représentants en fait, de la police judiciaire. Oui. Voilà, la police nationale et la gendarmerie nationale. Voilà, il faut dire qu'en fait que nous n'avons pas en fait de rôle particulier. Voilà, que en fait les missions, voilà en fait détaillées par le président, voilà telles que c'est que assister en fait à des sessions de la commission, voilà et procéder en fait à la demande en fait des condamnés, voilà que le président venait en fait de l'évoquer, que sont en fait les semi-libertés. Les fractionnements en fait de peine ou bien la suspension. Voilà, il faut dire que c'est entre autres en fait ces missions. Sinon on n'a pas de mission particulière. Ok, ça veut dire que vous vous retrouvez lors des échanges, que ce soit assemblée, que ce soit donc pour examiner des cas précis. C'est ça. Et ensemble vous décidez du cas concernant X ou Y détenu. On revient sur les attributions ou les exemples que vous avez cités, semi-liberté, ça peut aller à quoi en fait pour un détenu qui est à la maison d'arrêt de correction par exemple,
Qu'est-ce que ce détenu peut demander à cette commission d'appel, commission d'application des peines? D'accord, c'est comme j'étais en train de le dire. Dès lors que la personne est condamnée, voilà, la loi permet par exemple de demander l'aménagement de sa peine. Et donc la personne peut écrire à la commission chargée de l'application des peines pour demander soit une semi-liberté. Voilà que je vais revenir là-dessus. Une semi-liberté, c'est quoi? Une semi-liberté. La loi dit que la semi-liberté, c'est une mesure qui est accordée au détenu, voilà, pour lui permettre, par exemple, soit d'aller exécuter un travail, soit pour des soins, soit pour parce qu'il a eu un emploi. Il peut donc bénéficier de cette mesure de semi-liberté-là pour se mettre hors de l'établissement pénitentiaire pour ses besoins. Alors, généralement, le régime de la semi-liberté, si la personne bénéficie de la semi-liberté, selon les textes, la personne donc peut sortir hors de l'établissement pénitentiaire dans la journée et réintégrer le soir. Et il doit également réintégrer les jours fériés et les dimanches. Voilà. Mais la loi poursuit plus loin pour dire que voilà, ce régime de contrôle-là peut être aménagé autrement. Et donc, au regard des difficultés et surtout du fait qu'il n'y a pas suffisamment de la surpopulation carcérale, je vais dire, bon, les commissions chargées de l'application des peines aménagent ça autrement. Au lieu que la personne donc, puisse revenir chaque soir, on peut, voilà, si la personne présente suffisamment de garanties, lui permettre de revenir par exemple soit chaque 2 semaines ou chaque mois pour faire le contrôle. Donc c'est ça la semi-liberté. Donc la semi-liberté, la personne est hors de l'établissement pénitentiaire pour effectuer par exemple un travail, voilà, pour son propre compte, et, ou bien par exemple pour des raisons de santé, ou voilà, entre autres. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut demander une réduction de peine auprès de la commission d'application des peines? Non, ce n'est pas le rôle de la commission d'application des peines de réduire la peine. Si vous voulez réduire votre peine, vous faites appel de la décision et c'est à la cour d'appel qui est chargée de la, s'il y a lieu de la réduction de la peine. Est-ce que beaucoup, vous qui êtes justement aussi au contact de ces détenus-là, est-ce que certains détenus n'ignorent pas le fait qu'ils puissent faire des demandes auprès de cette commission d'application des peines pour des raisons occasionnelles et tout? Oui, c'est une réalité. Il y a des détenus qui ignorent que c'est quelque chose qui est prévu, tout comme le public, qui ignore que c'est quelque chose qui est prévu. D'où l'idée même de ces 72 heures-là. Parce que nous allons un peu parcourir le programme d'activité. Dans les 72 heures, il est prévu une communication sur le fonctionnement de la commission de l'application des peines, les défis et perspectives. D'accord. Voilà. Ça sera l'occasion d'informer en même temps le public. Maintenant, comment on procède pour saisir la commission d'application des peines? Alors, pour saisir la commission d'application des peines, l'intéressé formule une demande. Voilà, il formule une demande qu'il dépose au niveau donc, du service greffe. Parce qu'à la maison d'arrêt, un service greffe, c'est en quelque sorte le secrétariat. La personne dépose donc sa demande au niveau du service greffe. Et donc le service greffe va traiter la demande en tenant compte voilà, des informations qu'il dispose. Voilà, notamment voilà, la personnalité du détenu, sa date de condamnation, sa date probable de libération, voilà, la peine restante, etc. Donc toutes ces informations sont traitées à l'avance et le dossier maintenant est transmis au président de la commission d'application des peines 7 jours avant. Et le président de la commission d'application des peines convoque une session au cours de laquelle les membres se réunissent pour examiner les demandes. Est-ce qu'il y a des conditions aussi précises pour pouvoir demander soit une semi-liberté, dont vous parlez tout à l'heure? Il y a des conditions? Oui, il y a des conditions. D'abord, pour pouvoir prétendre à ça, il faut que la peine soit devenue définitive. La peine devenue définitive, ça veut dire que voilà, la personne a été condamnée, voilà, elle n'a pas fait appel, par exemple, de sa décision. Si la personne fait appel, on se dit que comme la cour d'appel ne s'est pas encore prononcée là-dessus, sa peine n'est pas devenue définitive, puisque la cour d'appel peut revenir un peu sur la décision. Donc la peine n'est pas devenue définitive dans ce cas. On a cette première hypothèse-là. Ou bien la personne a fait appel
et le dossier était jugé en appel. Donc la personne est fixée sur son sort. Donc la première condition, ce qui veut dire que les personnes en attente de jugement ou qui sont dans les cabinets d'instruction ne peuvent pas déposer des demandes devant la commission chargée de l'application des peines. Donc ça, c'est par rapport à la peine. Maintenant, une fois que la peine est devenue définitive, il y a maintenant, voilà, on tient compte aussi du temps passé en détention. Généralement, il y a ce qu'on appelle les délinquants primaires et les récidivistes. Bon, vous m'excuserez du terme, délinquants primaires. Alors, mais c'est une appellation. Délinquant primaire, ça veut dire que c'est la première fois que la personne se retrouve en détention. Elle n'a jamais eu affaire donc à la justice. C'est la première fois que la personne a été condamnée. Donc, elle a le statut de délinquant primaire. Le récidiviste, c'est celui qui est venu au moins plus d'une fois à la maison d'arrêt. Donc, pour les délinquants primaires, alors il faut avoir fait la moitié de la peine. D'accord. Il faut avoir fait la moitié de la peine pour pouvoir prétendre. Maintenant, pour ceux qui sont récidivistes, il faut atteindre au moins les 2/3 de la condamnation avant donc de pouvoir prétendre. Donc voilà pour ce qui concerne la durée de la détention. Alors, il faut également avoir un garant, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir se porter garant, que non seulement il va s'assurer que si vous sortez, vous n'allez pas réitérer l'infraction, et une fois que vous sortez aussi, vous allez vous soumettre au contrôle. Voilà. Donc voilà un peu les conditions. Les conditions. Pour saisir, voilà. Donc si vous n'avez pas encore fait l'objet de jugement, vous n'avez pas à demander. On sait qu'il y a des gens qui sont souvent détenus 1 année, 2 ans sans jugement. Oui, ça peut arriver, mais ça dépend de la procédure. On peut être détenu 1 année sans jugement. Si, par exemple, on se retrouve devant ce qu'on appelle le juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est quoi? C'est le juge qui est là, qui est en train de fouiller pour chercher voilà, des éléments de preuve. Dans ces conditions-là, la personne peut être en détention en attendant donc son jugement, en attendant que le juge d'instruction fouille le dossier. Mais dans la pratique, pour ce qui concerne donc ceux qui sont arrêtés en flagrant délit, la loi donc donne un délai de 2 mois pour être jugé. Au cas contraire, la personne doit être immédiatement mise en liberté. Donc techniquement, actuellement, depuis l'adoption donc du nouveau code de procédure pénale, on ne peut pas passer 2 mois sans obtenir jugement. Ah, vous avez bien précisé les cas. Alors, pour revenir au contexte du Burkina Faso, c'est vrai que votre thème parle un peu de ça, on va y revenir tout à l'heure, le thème des 72 heures. On est dans un contexte d'insécurité et certains pensent que les décisions de justice ne sont pas appliquées. Donc, on a vu donc, ces cas d'ailleurs, hein, comme on a pu le voir dans l'actualité pour certains cas. Est-ce que vous, à votre niveau, vous rencontrez des difficultés, peut-être ayant ensemble au sein de la commission décidé notamment que ce soit d'une semi-liberté pour un détenu ou autre chose, et qu'après vous avez vu votre décision ne pas être appliquée? Non, au niveau de la commission de l'application des peines, nous ne prenons pas de décisions comme ça. En fait, la personne est déjà condamnée, la personne est située sur son sort. Et donc, c'est voir comment, en fonction de sa personnalité, en fonction de sa conduite, voir comment est-ce qu'on peut aménager sa peine. Donc, à ce niveau, c'est très rare qu'on puisse dire que nos décisions ne sont pas exécutées. Voilà, à ce niveau, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la personne est condamnée, elle exécute une décision. Bon, pour une raison ou une autre, elle saisit la commission chargée de l'application des peines, voilà, qui accorde la décision. Mais généralement, ces décisions sont généralement exécutées, puisque c'est toujours au bénéfice de la personne condamnée. Alors, ce que je peux dire, c'est peut-être une question de compréhension. Voilà, peut-être que la personne a été mise en liberté, bon, voilà, des victimes où la population dit oui, la personne, on l'a vu condamnée, voilà, quelques jours après, ou peut-être on le voit libre, alors que la peine n'est pas finie. La peine n'est pas finie. C'est peut-être à ce niveau qu'on peut penser d'incompréhension, mais je me dis que c'est parce que ces personnes-là ne connaissent pas un peu voilà, la loi et que, bon, voilà, ils ne savent pas que c'est des dispositions qui sont prévues par nos lois que nous essayons d'appliquer. Voilà. Et puis bon, on ne donne pas ça systématiquement à tout le monde. Je parlais tout de suite de la personnalité voilà, du détenu. Il y en a qui saisissent la commission 13 fois, 14 fois, le commissaire peut confirmer. 13 fois, 14 fois, et puis bon, voilà,
on n'accède pas à leur demande. Au regard de la nature de l'infraction, au regard du trouble social créé, au regard même du risque que voilà, si la personne se retrouve dehors. Donc ce n'est pas un truc mécanique, tu saisis et puis on te donne. Il y a un travail qui est fait au niveau de la commission chargée de l'application des peines pour pouvoir apprécier au cas par cas la situation donc, de chaque détenu. Alors, je souhaite que le commissaire Damiba dise un mot sur ce sujet. Vous qui êtes, en tout cas, la force publique, on sait que très souvent, la population ne comprend pas le fait qu'on arrête une personne, la personne est jugée, condamnée par exemple à 2 ans. Après une année, on voit la personne dehors. Souvent, vous êtes pointé du doigt. C'est un deal qu'il a passé avec soit les policiers, soit les gendarmes, ou soit donc les juges. Vous entendez ça certainement? Oui, effectivement, nous entendons en fait ces propos parce que effectivement, il faut être auprès de la justice en fait pour comprendre. Voilà, parce que après que la personne en fait soit condamnée, effectivement, pour pouvoir sortir, vous déposez votre demande et c'est la commission en fait qui statue en fait sur votre demande. Voilà, comme l'a relevé en fait le président. Voilà, et puis la commission en fait va statuer en fonction de plusieurs paramètres. Voilà, votre personnalité, c'est-à-dire que votre comportement même au sein même de l'établissement. Voilà, si toutes ces conditions sont réunies et que vous êtes dans le temps, voilà, en fait, on peut également en fait vous accorder cette liberté-là. Voilà, mais en fait, les gens ne comprennent pas, mais c'est la loi qui l'a prévu. On ne peut pas faire autrement. On va faire autrement. Voilà. C'est important surtout aussi d'informer le public et c'est l'objectif des 72 heures, nous en parlons maintenant. C'est la 2e édition des 72 heures de la commission d'application des peines. Donc, la commission est logée où justement? D'accord. Alors, madame, vous me permettrez, avant de répondre à cette question, d'apporter certaines précisions sur des notions qu'on a évoquées ici. On a évoqué la notion de fractionnement de peine, de suspension de peine. Voilà. C'est des mesures aussi que la commission peut prendre. C'est-à-dire que lorsque la personne est condamnée et qu'elle purge sa peine, la personne peut, si la condamnation ne dépasse pas 12 mois, demander le fractionnement de sa peine pour des raisons médicales. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est condamné, qui est malade, qui est souffrant, et que bon, il lui faut au moins un séjour de 3 mois dehors pour pouvoir bien se soigner. La commission de l'application de peine peut décider de fractionner la peine. Le fractionnement de la peine, c'est quoi? C'est-à-dire on peut décider qu'il fasse par exemple 2 mois dehors, il fait 1 mois dedans, 2 mois dehors, jusqu'à ce que la personne épuise sa peine. C'est-à-dire la personne exécute sa peine par séquence. C'est ça le fractionnement de la peine. Alors la suspension de la peine, ça veut dire que la personne peut obtenir une suspension, c'est-à-dire un arrêt momentané de l'exécution de sa peine pour pouvoir, surtout pour des raisons médicales, pour aller par exemple se soigner et revenir reprendre sa peine. Cela veut dire quoi? Si vous avez été condamné par exemple 12 mois, voilà, vous pouvez par exemple obtenir une suspension de votre peine de 2 mois. C'est-à-dire que s'il arrivait que vous avez déjà exécuté 2 mois dedans, c'est-à-dire vous ressortez, quand vous allez venir, vous allez compléter les 10 mois restants. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la suspension de la peine. C'est des mesures qui sont prévues. Alors, la commission d'application des peines également propose les détenus à la remise des peines. La remise de peine, c'est quoi? C'est généralement, vous voyez chaque année, en fin d'année, en fin d'année, que le président de la République a donné la grâce à certains détenus. Avant d'en arriver au décret présidentiel, il y a un travail de fond qui est fait par la commission chargée de l'application des peines, qui propose les détenus. Voilà. Le travail se fait à votre niveau? Ça se fait à notre niveau. Voilà. Il y a un travail de détection des détenus au sein de la maison d'arrêt en fonction du quantum de leur peine, en fonction de leur personnalité. Et ce travail-là, on le fait en commission et on propose donc au ministre chargé de la Justice qui, à son tour, transmet au président du FASO qui prend le décret en fin d'année. Donc ça, c'est un travail de la commission de l'application des peines. Alors, en plus de la commission chargée de l'application des peines, il y a le juge chargé de l'application des peines. Voilà. Qui a aussi des pouvoirs, notamment le pouvoir d'accorder par exemple des permissions de sortie. La permission de sortie, c'est quoi? C'est un temps qu'on donne aux détenus pour pouvoir donc sortir momentanément de la maison d'arrêt
pour X ou Y raison. Ça peut être pour des raisons de santé, ça peut être pour un décès. Par exemple, ça peut être ses parents qui sont décédés, ça peut être son enfant qui est gravement malade, ça peut être sa femme qui est malade, ça peut être pour lui-même aller faire un examen médical, etc., etc. Donc, à cette occasion, la personne, cette fois-ci, écrit au juge chargé de l'application des peines pour demander une permission. Et la loi dit que la permission est de 7 jours. Vous ne pouvez pas donner plus de 7 jours à la personne, à concurrence de 30 jours là. C'est-à-dire que la personne peut avoir 7 jours pour aller gérer le problème et revenir et réintégrer. Maintenant, la personne peut encore demander une autre permission, mais le total dans l'année ne doit pas dépasser 30 jours. 30 jours. Voilà. Donc, le juge chargé de l'application des peines également, voilà, il peut décider des corvées. Voilà, les corvées. Les corvées, c'est quoi? C'est par exemple, peut décider par exemple que des détenus sortent faire un travail ponctuel d'utilité publique et réintégrer en cas d'urgence. Il peut également revoquer certaines mesures, telles que les mesures de semi-liberté, de placement, les mesures de suspension de peine, les mesures de fractionnement de peine. Voilà. D'accord. Merci pour ces ajouts. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé maintenant à initier ces 72 heures de la commission d'application des peines? Oui, ces 72 heures de la commission d'application des peines, comme vous l'avez dit, est à sa 3e édition. C'est troisième? Troisième édition. Ok, Oui, troisième édition. Alors, c'est l'occasion de saluer nos dévanciers, parce que nous, on est arrivé il y a 2 ans de cela. Donc, ça a été initié par nos dévanciers. Et nous avons trouvé que c'était bien. C'est pourquoi nous perpétuons un peu les éditions. Alors, l'idée, c'est que quand vous prenez donc la loi portant régime pénitentiaire du 10 avril 2017, et prévoit donc dans ces dispositions que on peut organiser par exemple des activités socio-culturelles au profit des détenus. Voilà, vous savez que la détention, c'est pas simple. Il y a le stress, il y a beaucoup de choses qui se passent en détention. Voilà, les gens sont stressés, ils sont malades, ils sont anxieux. Donc, ces 72 heures-là permettent un temps soit peu de décompresser, de leur donner un peu le goût de la vie, de leur donner un peu le courage de poursuivre, de communier avec eux et de les sensibiliser sur un certain nombre de droits. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons organisons donc ces 72 heures. Okay. Les 72 heures, c'est aussi les activités au programme. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Alors, les 72 heures, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Alors, il y a des activités sportives. Alors, nous avons commencé ces activités depuis le 6 juin avec une compétition de football, un tournoi de football qui a opposé 16 équipes. Je peux citer entre autres sans être exhaustif. Alors, il y a l'équipe donc du TGI Ouaga 1, TGI Ouaga 2, il y a l'équipe de la police, il y a l'équipe des avocats, il y a l'équipe de la commune de Ouagadougou, la mairie, et il y a l'équipe de l'environnement, il y a l'équipe de l'ENAREF, il y a les jeunes du quartier, il y a également l'équipe TBI FC, je pense que c'est Karambiri, l'église Karambiri. Et il y a les détenus eux-mêmes qui ont 2 équipes. Donc, voilà un peu les différentes équipes, c'est 16 équipes en tout. Et donc, nous sommes actuellement c'est la finale qui va se jouer le 28. Et puis, le match... Qui oppose quelle équipe à quelle équipe? C'est les détenus, je pense que c'est l'équipe des détenus et contre l'équipe de l'école nationale de la garde de sécurité pénitentiaire que j'avais oublié de citer. Voilà. En masse de classement, c'est l'équipe donc des intervenants pénitentiaires que j'avais aussi omis de citer et qui affronte donc l'équipe de la direction générale de la garde nationale de sécurité pénitentiaire. Ah oui. En tout cas, nous avons été battus. Également. Vous également? La police également. La police également? Oui. D'accord. Mais c'est vraiment donc, des matchs symboliques, on va dire. Donc, voilà, vous voyez, quand vous voyez le profil des équipes, vous voyez, c'est pratiquement tous ceux qui interviennent dans la chaîne. Vous voyez des policiers qui jouent avec des détenus, vous voyez des juges qui jouent avec des détenus, voilà des avocats qui jouent avec des détenus,
Donc vous voyez, c'est l'idée un peu, voilà, de créer un peu ce frottement-là qui est un peu mis en exergue. Et donc, en plus de ces activités-là, il y a les jeux de société, il y a les jeux de dames, de Scrabble, de vélo, de pétanque. Il y a une série, un certain nombre de jeux de société qu'on organise et qui sont également primés et dont les prix donc, seront remis à l'occasion donc, de ces 72 heures. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne donc, les activités sportives. En dehors des activités sportives, nous organisons donc des conférences au niveau donc, des 72 heures. Alors, comme j'ai omis de le dire, les 72 heures sont organisées cette année sous le thème défis et perspectives d'une autosuffisance alimentaire dans les établissements pénitentiaires du Burkina Faso. Ça, c'est le thème central qui sera animé par un député à l'ALT et puis un agent du ministère de l'Agriculture. En dehors de ce thème, comme je l'ai dit, il y a des sous-thèmes. Le premier sous-thème, je pense que c'est la commission, c'est ça, le fonctionnement voilà. de la commission d'application des peines. Vous allez mettre, ok. Voilà, fonctionnement de la commission d'application des peines, défis et perspectives. Et donc il y a un autre thème. Sous-thème, la contribution en fait, de la personne détenue à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, etc. Donc tous ces thèmes-là seront développés. Il y a 3 sous-thèmes en gros, voilà, qui seront développés pendant ces 3 jours. Mais il y a d'autres activités. Il y aura donc des prestations d'artistes. Il y a des artistes aussi au sein de la maison d'arrêt, des artistes confirmés. Donc ce sera des artistes de dehors, plus des artistes qui sont à l'intérieur de la maison d'arrêt. Alors, il y aura ce qu'on appelle des repas communautaires. Nous avons prévu 3 repas par jour. Repas communautaires, pourquoi? C'est une occasion pour le public de communier avec les détenus, de manger avec les détenus. Et donc nous avons prévu 3 repas communautaires, chaque repas par jour. Il y aura la remise de dons de savon à tous les détenus. Il y aura donc des dons de t-shirts. Et donc nous avons demandé aussi la désinfection de l'établissement pénitentiaire qui a commencé même ce matin. Okay. Donc il y a entre autres ces éléments-là. Et commissaire, est-ce que la police participe à toutes ces activités ou on va plus vous voir dans quelle activité? Alors merci bien madame. Il faut dire effectivement que la police en fait que je représente participe activement à cette activité. Voilà, je suis même dans la commission en fait sport. Ok. La commission sport, dont le président en fait venait en fait de détailler en fait les activités, que sont le football, et les jeux de société. Voilà, il y a notre équipe également qui a participé à la compétition. Donc tout cela en fait sont de la participation en fait de la police nationale. Voilà, sans oublier également les conférences, sur les différents thèmes. Que je vais en fait profiter, inviter toute personne vraiment de participer à ces conférences pour mieux en fait comprendre surtout les sous-thèmes portant en fait sur la commission d'application des peines. Parce que ce n'est pas évident de comprendre en fait le fonctionnement en fait de cette commission. Pour vous dire que moi-même qui suis en fait du milieu, avant mon arrivée dans la commission, ce n'était pas évident. Donc nous invitons en fait la population à participer activement à toutes ces activités. Ok. Ça serait bien que même surtout les parents des détenus puissent venir écouter, parce que vous avez des possibilités comme ça de demander des allègements ou des aménagements ou réaménagements pour vos parents, mais vous ne le savez peut-être pas. Donc les 72 heures débutent aujourd'hui ou quel jour? Ça débute demain. Demain? Oui. D'accord. Alors, pour revenir un peu à votre question ou à votre contribution tout de suite, c'est pour dire effectivement c'est l'occasion pour les parents de venir. C'est en quelque sorte une journée ouverte, porte ouverte, je veux dire, les portes de la entre griffes sont ouvertes à toute personne.
voilà, vous pouvez venir donc vous renseigner. Parce que l'idée qui est souvent véhiculée, c'est quoi? C'est que comme les gens n'ont pas l'information, il y a des spéculateurs qui sont souvent dehors, qui disent oui, je connais tel juge, je connais tel directeur ou je connais tel policier, voilà, si votre fils est condamné, voilà, je peux l'approcher. Alors que non, souvent, c'est pas souvent le cas. Donc c'est l'occasion de venir se renseigner, voilà, sur ce qui existe, les conditions. Voilà, je pense qu'on est ouvert. Voilà, on pourrait donc leur donner les informations nécessaires pour couper un peu court à tous ces spéculateurs-là, voilà, qui souvent profitent de ça pour un peu arnaquer certaines populations. Voilà. Donc, pour sur les dates maintenant. Sur les dates, oui. La commission chargée, la 72 heures sont prévues pour se tenir du 26 au 28 juin 2024 au sein de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Donc ça débute demain, 26 juin. Oui. Donc demain, mercredi, jeudi et vendredi. Oui. Bon, au sein de la maison d'arrêt de collection de Ouagadougou, bon, quand on dit comme ça, c'est sûr qu'il y a certains qui vont dire « Ah oui », des gens qui ont peur déjà de passer à côté du mur de la maison d'arrêt. Mais comme M. Guelbego l'a dit, honnêtement, ce sont des journées portes ouvertes. Bien sûr, vous ne pouvez pas arriver comme entrer comme ça, comme dans un terrain ou dans un centre culturel. Est-ce que avant de venir, il ne faut pas quand même se munir de certains documents? Oh oui, on peut venir avec la carte d'identité. Et à l'entrée, on vous donne un badge, voilà, qui vous permet de vous identifier. Voilà, c'est-à-dire que voilà, vous avez le badge que vous portez. C'est-à-dire à cette occasion, nous avons confectionné donc des badges qu'on vous donne à l'entrée. Et donc, si vous portez ce badge-là, c'est la preuve que voilà, vous venez de l'extérieur et que voilà, vous êtes venu pour la cérémonie. Voilà, donc en dehors de ça, il n'y a pas de conditions particulières. En dehors des précautions de sécurité qu'on prend pour éviter. Donc, vous savez aussi, c'est une occasion. Si on s'amuse, certaines certains détenus aussi peuvent se confondre au public et puis bon, disparaître. Donc, il y a ces mesures de sécurité-là qu'on prend également. Voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Guelbego, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Déjà pour la cérémonie d'ouverture des activités, ça va se passer quel jour et à quelle heure? C'est demain à partir de 8h. Demain 8h. À partir de 8h. Ce que j'ai oublié de préciser, les activités sont placées sous le patronage du ministre de la Justice et sous le parrainage du procureur général après la cour d'appel, M. Laurent Poda. Et donc, c'est demain à 8h l'ouverture, la cérémonie d'ouverture suivie immédiatement. Voilà, des visites. Il y a des visites de la détention. Il y a aussi des œuvres que les détenus font, c'est-à-dire des œuvres graphiques, des dessins, des tableaux. Voilà, c'est l'occasion de visiter donc, le travail donc, des détenus. Voilà. Et puis, bon, voilà, ça sera suivi de la conférence et du repas communautaire pour le premier jour. Voilà. Pour le second jour, on va commencer par les conférences. À l'issue donc des conférences, alors, il y aura les animations, les prestations d'artistes. Alors, suivi du repas communautaire et du match de classement, donc dans la soirée. Et le dernier jour, ce sera encore une conférence, suivi donc des animations, voilà, la finale, l'apothéose. D'accord. Voilà, et toutes ces activités se passent au sein de la maison et de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako. Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je ne saurais terminer sans vous remercier et inviter surtout le public à venir participer. Remercier tous ceux qui nous ont accompagnés parce que oui, on ne peut pas faire ça sans l'accompagnement des gens. Des gens se sont manifestés. C'est pas le lieu de citer leur nom. Voilà. Mais c'est une reconnaissance. Voilà, on tenait quand même à dire à ces personnes qui se reconnaîtront merci. Dire merci à votre média, Savane TV, qui nous a ouvert donc, son plateau pour permettre quand même de parler de nos 72 heures et de sensibiliser un peu voilà, la population sur l'existence de la commission chargée de l'application des peines. Merci bien. Commissaire, votre mot de fin ou invite? Ok, merci bien madame. En fait, c'est inviter en fait, le public et la population voilà, à saisir en fait, cette aubaine voilà, pour mieux en fait, connaître en fait, le fonctionnement voilà, de la justice. Voilà, en l'occurrence en fait, la détention. Voilà, il est rassuré également que les dispositions sont prises voilà, quant à la sécurité.
quant à la sécurité. Merci beaucoup de revenir sur cet aspect parce que certains peuvent être réticents parce que ça se passe à la MACO. C'est comme on a dit, c'est avec, n'oubliez pas, les forces de défense et de sécurité que l'activité est organisée. Donc, c'est sûr que la sécurité sera de mise. Merci bien, commissaire. Merci, M. Guelbego, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que M. Lassane Guelbego est juge au tribunal de grande instance de Ouaga 1 et président de la commission de l'application des peines. Et nous étions également avec le commissaire de police, Dramane Damiba, membre de cette commission et représentant la police judiciaire. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et pour la suite, on marque une petite pause. Juste après, on retrouve d'autres invités. JCAP 2, vivez les 72 heures de la commission de l'application des peines de la MACO. La commission de l'application des peines de la MACO organise du 10 au 12 mai 2023 à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou la deuxième édition de ces 72 heures. Thème, contribution de la personne détenue au développement socio-économique du Burkina Faso dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Au programme des conférences débats, repas communautaires avec les détenus, compétition de pétanque et football, prestations d'artistes et d'humoristes et divers jeux de société. Les 72 heures de la commission de l'application des peines de la MACO, un événement placé sous le patronage de Mme Bibata Nebi Ouetrago, ministre en charge de la justice, le parrainage de M. Damaouali, procureur général, près la Cour de cassation et le coparrainage de M. Éloi Guigman, directeur général de l'administration pénitentiaire. Ma chérie me dérangeait beaucoup. Elle me dit qu'elle veut danser le wassa wassa. Moi je l'ai invitée. Regardez ce qu'elle va me montrer. C'est pas compliqué, il faut tourner à gauche. Pour danser, ça c'est pas compliqué, il faut tourner à droite. On t'a dit que de danser, tu veux seulement toucher le bébé. Faut pas toucher ce bébé, sinon tu vas te faire gifler. Elles sont nombreuses, pourquoi tu veux toucher pour moi là? C'est dans l'amusement que Cabri a touché sa maman. À l'époque, nous danser. Tout le monde n'est pas pour beaucoup signer. Signe-moi, c'est Emilio, le chancelier, Malavant et les toniques chante pour tous les patapatas. Si tu veux t'amuser, voici le son fauteuil. Tu es dessus. Allez, Wassabo, pour ça là, Wassabo. Allez, Wassabo, Zambia, Wassabo. Yiki, Zambi, c'est Yamena, Mimiti, Amambo. Ouais, nous, on va tirer ma pour c'est beau.
Et bien sûr, ce jingle annonce Serge Youssef Ouedraogo, puisque c'est lui le chroniqueur de la chronique née sur la société. Serge Youssef Ouedraogo ou notre Karansamba, bonjour. Bonjour Abdelata. Bienvenue. Merci. Alors, Youssef, aujourd'hui, on parle des vacances scolaires, accent mis sur notamment relations parents. Oui. Donc, relations parents pour parler donc de moments de qualité qu'on devrait passer avec nos enfants pendant ces vacances. Alors, Youssef, les enfants sont en vacances après une année scolaire. Pour certains, ça s'est très bien passé, pour d'autres, pas du tout. D'autres sont même en train d'attendre les résultats. Oui, oui. Parce que les résultats du bac, pour certains, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Bon, déjà un mot pour les candidats au baccalauréat. Un mot pour les candidats, c'est de dire aux candidats de se concentrer, de ne pas se paniquer, parce que chacun va reporter ce qu'il a semé. Voilà, donc le travail que chacun a abattu, bientôt, dans quelques heures, chacun aura des résultats. Et ceux qui l'auront, ils n'ont qu'à fêter doucement. Prendre les motos, circuler, courir, c'est très dangereux. Et ceux qui vont échouer ici, de prendre le courage à deux mains, que l'échec prépare l'avenir. Les parents aussi doivent encourager les enfants. Il ne faut pas dire passer, un tel a échoué, un tel a eu, il n'est pas bon. Non. Chaque enfant a son jour. Si ça n'a pas marché, l'année prochaine, s'il y a la santé, l'enfant aura son examen. Donc il faudrait que les parents soient vraiment gentils avec ces enfants-là. D'accord. Et compréhensifs. Ouais. En tout cas, pour certains, ils sont déjà en vacances et à la maison. Alors, après une année scolaire passée, quels devraient être les premiers réflexes des parents? Il faut dire effectivement, après une année, 9 mois de travail, les enfants ont eu les vacances, surtout ceux qui sont en classe de 3e, du primaire au CM2, la 6e en 3e, et ceux aussi qui ont les examens. Les parents doivent d'abord voir qu'est-ce que l'enfant a pu faire. C'est-à-dire faire un bilan. Doit faire le bilan de l'année scolaire, prendre les différentes notes, les cahiers, examiner les résultats, féliciter les enfants qui ont bien travaillé, encourager les enfants qui ont bien travaillé, et essayer de voir les enfants aussi qui n'ont pas bien travaillé, essayer de les encourager pour que l'année prochaine, ils puissent aller de l'avant. Et ceux aussi qui ont réussi à aller BPC, et même ceux qui sont dans les classes intermédiaires. Parce que les gens font chaque fois l'amalgame, ce sont les enfants qui sont en classe d'examen, CM2, 3e, terminale qu'on regarde. On laisse les enfants qui sont en 6e, 5e, 4e, on laisse les enfants de CP1, CP2. Non, même les classes intermédiaires, on doit regarder les différentes notes. Si l'enfant a bien travaillé, il faut féliciter, il faut encourager. Il ne faudrait pas dire seulement passer un tel a eu son examen, le baccalauréat, le PPC, le certificat d'études primaires, le CQP, c'est eux qu'on félicite, c'est eux qu'on encourage. Tous les enfants que vous avez mis à l'école là, vous devez les encourager, les féliciter. Et même, vous devez même organiser des cérémonies de fête. À notre temps, ou à votre temps, on appelle ça les arrosages. C'est ça, non? Les arrosages. Donc, et vous pouvez les récompenser. Ceux qui ont les moyens peuvent payer des vélos, des livres et donner même des tickets de voyage à certains enfants qui vont sortir hors de la famille, là, aller découvrir certains lieux et puis revenir. Donc, on n'a pas même ceux qui n'ont pas les moyens peuvent le faire. Il y a chacun fait ça à sa manière pour que l'enfant puisse se sentir vraiment à l'aise, qu'il y ait vraiment vacances. Mais de laisser s'asseoir à la maison pendant les 4 mois ou les 3 mois encore, là, et puis reprendre là. Enfin, on peut pas sentir quelque chose. On va parler des activités tout à l'heure. On pourra donc citer quelques activités. Mais ça veut dire qu'à l'entame même des vacances, il faut un peu, selon toi, revoir comment a été l'année scolaire de l'enfant. Oui, faire un bilan. Faire un petit bilan. Voilà. Maintenant, il faut dire que certains parents trouvent la période de vacances très difficile. Oui. Parce que tous les enfants se retrouvent à la maison en même temps et ne partent nulle part. Ce qui fait qu'il y a du bruit partout et ce n'est pas facile pour certains parents. Oui. D'autres même se demandent, est-ce que c'est nécessaire même les vacances? Ok, donc c'est là, il faut comprendre que l'éducateur ou l'enseignant est quelqu'un qu'on doit donner plus de considération. Déjà, vous avez 3 enfants, ce sont les vacances. Les 3 enfants, déjà, vous n'arrivez même pas à les gérer parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je demande ça, il y a des revendications, je veux ça, il y a des agissements parfois. Et l'enseignant qui a 120 élèves dans sa classe arrive
à gérer ces différents comportements pendant 9 mois. Et quand on vous les retourne pendant quelques mois, 2-3 mois là, vous avez des problèmes. Donc c'est normal parce que quand vous avez des enfants en même temps, au même moment, d'autres veulent suivre la télé, d'autres ne veulent pas suivre la télé, ils veulent s'amuser. Si la télé, d'autres veulent mettre telle scène, surtout les filles veulent regarder telle chaîne, les garçons veulent regarder les dessins animés, c'est du bruit. Papa, je veux ça, maman, je veux ça. Pourtant, quand c'est pendant la rentrée scolaire, quand les enfants vont à l'école, vous avez tout préparé, ils ne vous dérangent pas, vous partez au service. Maintenant, ils sont devant vous. Vous vous réveillez, déjà, vous avez des maux de tête. Donc, les maux de tête. Donc, c'est pour dire que la complexité de l'éducation que les enseignants ont à donner le savoir. Mais c'est normal, les parents doivent supporter ça. J'ai toujours dit ici que l'éducation commence par la maison. C'est vos enfants, c'est vous qui les avez mis au monde. L'école récupère les enfants pour leur donner les savoirs et savoir-faire, etc. Donc, ces périodes-là, c'est bon que vous soyez avec vos enfants, vous discutez, vous causez, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, vous les conscientisez aussi par rapport à la vie. Là, l'enfant va savoir que ce n'est pas l'école seulement. Donc, c'est nécessaire d'avoir des vacances, parce que les enfants aussi, ayant fait 9 mois de travail, il faut qu'ils se reposent. C'est comme vous travaillez, vous avez un congé annuel. Donc, l'enfant aussi, c'est congé comme ça. Donc, donc, les parents doivent supporter. Il faut supporter les vacances scolaires. Alors, comment on fait maintenant pour s'organiser, pour éviter l'ennui chez l'enfant, ou que l'enfant se promène partout, éviter le banditisme aussi dans le quartier? Parce que, voilà. C'est pas simple. Pour éviter l'ennui, il faudrait organiser les vacances. Il faudrait faire un chronogramme avec les enfants, et selon les moyens de chaque parent. Et vous savez qu'aujourd'hui, les enfants n'aiment pas lire. Comme les enfants n'aiment pas lire, il y a les smartphones, il y a les tablettes, il y a les télés, les dessins animés. Les enfants sont cantés à cela. Donc, il faudrait organiser les vacances. Il faudrait payer les petits bouquins pour les enfants qui sont au niveau primaire et les bouquins aussi pour les enfants au niveau secondaire. Et vous faites un calendrier et la lecture. Vous faites les enfants lire. Et il y a des jeux que vous avez organisés avec les enfants. Même si vous partez au travail, les enfants peuvent s'amuser ensemble. Il y a des voyages dont je parlais tantôt. Vous allez organiser les voyages pour que les enfants puissent sortir. Il faudrait aussi faire le travail manuel. Le travail manuel, les enfants ont appris le travail manuel à l'école pendant l'année scolaire. Donc c'est le moment de restituer ça sur le terrain à la pratique. Par exemple, la menuiserie, la soudure, avec autres métiers encore. La mécanique, les enfants peuvent faire. Les camps, il y a les camps bibliques, il y a les camps des musulmans, des catholiques, des protestants, il y a des camps aussi pour la cuisine, le sport, etc. Donc, vous devez organiser les enfants comme ça. Là, vous n'allez pas sentir la nuit. Mais si vous les laissez, je pense que vous allez sentir la nuit et vous allez dire que je ne sais pas que c'est comme ça. Donc, vous voyez. C'est autant d'activités qu'on peut proposer aux familles. Pour occuper les enfants. Les enfants. Maintenant, quelles sont les précautions aussi à prendre pour protéger les enfants, que ce soit de leur entourage et tout ce qui va? Et il faut dire que pour que l'enfant puisse aller déjà, si c'est surtout dans les ateliers de soudure, des mécaniques, ça dépend de l'âge de l'enfant. Il faut voir l'âge. Il faut s'assurer vraiment que le coin c'est bien protégé, pour que la santé, la sécurité de l'enfant ne prenne pas un coup. Voilà. Parce que d'abord, c'est une éducation que l'enfant va aller prendre. Le fait d'aller apprendre un métier, le fait d'aller faire la cuisine, donc le fait d'aller au camp, apprendre quelque chose, il y a des gens qui sont là chargés de la sécurité des enfants. Voilà. Si c'est bien sécurisé, l'enfant, il n'y a pas un problème. Mais il ne faut pas laisser l'enfant en pâture comme ça, pour que souvent... d'autres sortent le matin. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de communiqués. Un tel est sorti, il n'est pas arrivé. Un tel est sorti, il n'est pas arrivé. Donc, avec l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment dangereux. Donc, il faut sécuriser les enfants avant de les laisser aller dans les différents camps, les différents métiers là. Voilà. Si c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Selon l'âge de l'enfant, l'enfant peut toujours faire quelque chose pendant ses vacances. Peut toujours faire quelque chose et il faut faire. Et il faut les occuper. Maintenant, surtout que nous sommes en saison pluvieuse, c'est bien aussi d'attirer l'attention des parents quand ils envoient les enfants ou quand les enfants jouent dehors et qu'on sent que la pluie menace. Il y a des précautions à prendre. Ça c'est parce que vous voyez que la foudre, là, on ne sait pas à tout moment. Voilà, il y a des enfants qui aiment jouer sous les arbres.
D'autres même vont s'adosser au poteau électrique. Donc voilà, donc c'est dangereux. Quand ça menace, quand la pluie menace, quand il y a il faudrait essayer d'appeler les enfants pour que les enfants puissent venir dans la cour. Voilà. Mais il y a d'autres parents, bon, ils s'en fichent. Voilà, surtout ceux qui n'ont pas fait un programme ou bien ils font des programmes. L'enfant aussi, il ne respecte pas le programme. L'enfant peut sortir du matin au soir. Moi, voilà, moi, je vois des enfants qui sortent. C'est ce que je n'arrive vraiment pas à comprendre. L'enfant sort du matin au soir. La maman ne demande même pas où est l'enfant pour venir manger à midi. Non, l'essentiel, comme si l'enfant est à la maison. Le bruit, voilà, je demande ça, je veux ça. Donc, si l'enfant sort, la maman ou les parents quittent, c'est-à-dire que l'essentiel, il va revenir, s'il ne vient pas. Pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui se perdent, chaque fois il est communiqué. Et avec la pluie aussi, il paraît que cette année, la pluie, il y aura des vents. Il y aura des vents violents. Donc, il faut qu'on essaie de prendre soin de nos enfants pour ne pas après crier, pleurer que mon enfant est sorti, quoi. Moi, je vois souvent des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui marchent seuls. Il dit où est la maman? Ça peut à quel nom? Souvent, elles sont là, surtout les femmes. Parce que les parents vont souvent au service, ou bien, voilà, elles sont en train de causer du tout et du rien. Et l'enfant marche, l'enfant va prendre la voie là, et puis après, on va courir. Moi, c'est toi-même d'abord qu'on doit commencer à chauffer avant de chercher l'enfant. Oui. Tu m'as rappelé un cas. La dernière fois, je descendais et j'étais en train de partir au parking du service. J'ai croisé un monsieur qui a ramené un enfant, visiblement qui a moins de 3 ans. 3 ans. Qui s'est perdu. Hein. Oui. Et quand le monsieur l'a amené, sa maman, l'enfant courait vers sa maman. Apparemment, ils ont fait le communiqué. La maman était l'enfant, quoi. Donc, l'enfant courait vers sa maman et puis le monsieur l'a stoppé que non. Il faut d'abord, peut-être que lui-même va gifler. Gifler même d'abord. Parce que l'enfant a moins de 3 ans. Et figure-toi qu'on a transporté, je ne sais pas, de la tomate ou quelque chose sur la tête de l'enfant pour aller vendre. Et puis, c'est dans ça que l'enfant s'est perdu, en fait. Et le monsieur l'a retrouvé, ramené ici. La maman aussi était venue pour un communiqué toujours. Et puis, ils ont fait l'échange ici. Donc, dire à quel point il faut faire attention. Oui. Surtout dans ces périodes-là, il faut faire aux petits-enfants. Quand la pluie menace, c'est important de sortir, rappeler les enfants à la maison pour ne pas les laisser dehors. Oui. Alors, certains enfants aussi quittent aujourd'hui. Tu as parlé de visite tantôt. Oui. Certains enfants, du moins, quittent le village pour la ville. D'autres pour faire du commerce. Mais il y a des enfants aussi que les parents amènent au village pour découvrir le village. Oui. On assiste à ce mouvement aussi généralement les vacances. Oui, effectivement, c'est vrai. Et il y a d'autres parents qui veulent que les enfants aillent voir les grands-parents au village et puis connaître aussi la réalité du terrain. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas qu'il y a l'eau chaude et l'eau froide. Donc, il faut souvent les amener pour voir ce qui se passe. Donc, quand les enfants quittent la ville pour aller au village, c'est pour aller visiter, aller voir les grands-parents. Et puis, il y a d'autres qui ne savent même pas attraper la daba. Ils ne savent même pas comment labourer. Il y a d'autres même qui disent, quand il y a une idée qu'on dit de faire un dessin, de dessiner le coq. Il n'a jamais vu le coq. Il voit le coq dans l'assiette des mamans pour manger. Donc quand on est dessiné, pourtant le petit qui est au village, lui il court ça avec le coq là. Donc le dessin c'est plus facile. Imaginez pour dessiner c'est plus facile. Mais le bourgeois qui est là, il ne connaît même pas comment dessiner le coq. Donc ça c'est bien quand on amène le petit bourgeois au village. Donc quand on amène le petit aussi villageois, que si je peux le dire ainsi, en ville, quand on va dessiner l'immeuble, parce qu'on dit il y a des dessins aussi qu'on dit de faire, celui qui est au village ne sait pas. Quand il dessine de l'immeuble, ou bien de dessiner voilà, vraiment quelque chose qu'il n'a jamais vu, qui n'est pas au village comme ça, lui, ça l'inspire. Donc, au retour, à la rentrée, il va encore remettre ça. D'autant plus que les rédactions, on se rappelle tous des rédactions de début d'année. Voilà. Pendant ces vacances, qu'est-ce que vous avez vécu, relater ce que vous avez. Donc, quand ceux aussi qui vont au village, ils vont savoir qu'il y a les animaux, les champs, on peut labourer, il y a les plants, on utilise ceci avec un cours, les contes que grand-père donne. Pourtant, en ville, c'est pas sûr que papa ou maman a le temps de raconter des contes. Nous-mêmes qui sommes là, c'est pas souvent à la radio, on s'assoit, on écoute les contes là. Pour s'asseoir au village, autour du feu comme ça, là, il n'y en a plus. Tu sais que le temps est en train de finir. Ça veut dire que c'est important aussi de permettre ce mouvement-là. Oui. Alors, Youssef, qu'en est-il maintenant des enfants qu'on emploie dans les buvettes, bars, des travaux de nuit comme ça? Oui, il faut dire que c'est vrai qu'il y a des enfants qu'on voit, des enfants de 7, 8, 9 ans qui tournent, ils voient des lotus, d'autres travaillent dans les maquis, dans les bars, et d'autres sont dans les restaurants.
Donc c'est très dangereux. Parce que surtout les enfants qui sont dans les bars et dans les maquis, qui travaillent la journée, donc qui travaillent la nuit. Ces enfants, qui vendent des œufs dans la nuit. Donc vous voyez ces enfants qui voient, c'est des enfants même qui laissent souvent quand le client boit, c'est pas terminé, il vient, il prend, il goûte un peu. Donc dans ces lieux-là, souvent, il y a beaucoup de choses se passent. On en va chercher la cigarette, voilà. Surtout les jeunes filles peuvent facilement se prostituer ici. Voilà. Et vous savez qu'il y a ces milieux-là, on n'a pas dit que dans ces milieux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Beaucoup de choses se passent parce qu'il y a beaucoup. Voilà. Il y a l'alcool qui est là, il y a le tabagisme qui est là. Donc, ce sont des risques pour surtout les jeunes filles. Les petits garçons aussi, il y a le banditisme. Le fait d'apprendre à fumer, apprendre à boire, ils vont croiser des petits gangs et c'est parti. Et vous n'avez plus votre enfant. Vous dites que mon enfant a changé. Voilà. Donc, l'enfant peut faire des boulots, mais travailler dans les maquis, si ce n'est pas les enfants qui ont vraiment l'âge de 20 ans, 18 ans ou bien, qui savent ce qu'ils cherchent, même ces enfants, c'est toujours risqué. D'accord. Alors Youssef, est-ce qu'il faut aussi envisager des cours de vacances? Est-ce que c'est important? Et les cours de vacances, c'est important dans la mesure où même ceux qui ont eu la moyenne peuvent apprendre pour ne pas oublier. Mais il faut savoir choisir la période. Parce que les enfants sont allés en mai, juin, juillet. Non, il faut laisser peut-être le mois d'août ou le mois de septembre, commencer à réviser. Et voilà, pour que, en même temps, quand l'école, l'octobre va arriver, les enfants ne vont pas oublier. Voilà, sinon les cours de vacances, ceux qui ont les moyens peuvent le faire. Ceux qui n'ont pas les moyens aussi là, ils peuvent eux-mêmes essayer de réviser avec les enfants. Ton petit temps là, va dire que tu ne connais pas. Il paraît qu'il y a une vieille qui était là, qui ne savait ni lire et écrire. Chaque fois, la vieille dit à son enfant, prends ton cahier, assois-toi, récite la leçon. C'est comme ça, jusqu'à l'enfant allait taper l'examen. Oui. Mais l'enfant croyait que sa maman savait lire et écrire. C'est après que l'enfant a su que la maman ne connaissait pas. Donc voilà quelque chose qui peut vraiment amener les parents à vraiment voilà, merci de nous rappeler cette histoire-là. Je ne sais plus le nombre de fois que Youssef nous a raconté, mais comme on se base sur le fait que chaque jour on a un nouveau téléspectateur qui nous suit. Oui. Merci pour l'histoire. Ici on dit que la définition est pédagogique. C'est ça, merci. Et le temps aussi est certainement pédagogique parce que le temps est terminé pour nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On souhaite un merveilleux anniversaire aussi à Adama de la diffusion qui a le plus. Joyeux anniversaire. Et puis voilà, on se retrouve Inch'Allah demain mercredi pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Tschüss.